à Jacques Maire. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je pense que c'est un moment important pour cette commission parce que dans le contexte que nous connaissons de la Ve République, dans laquelle la notion de contrôle dans le domaine international est quand même très, très strictement encadrée, et dans le contexte de crise morale et de crise de confiance qu'ont les citoyens par rapport au sujet de commerce international, je pense que nous devons être à la hauteur du message qui nous est adressé. Et franchement, je voudrais dire un grand merci naturellement à notre présidente Marielle de Sarnez, mais vraiment à tous ceux d'entre vous, ils sont très nombreux, qui ont vraiment joué le jeu depuis 2 ans sur un sujet qui est quand même très aride, sur un sujet dans lequel le coût d'entrée est extrêmement élevé et où la valorisation politique est vraiment très incertaine, d'avoir accompagné le débat à la fois ici en commission, lors des auditions, lors des résolutions et en plénière. Et je pense franchement que si on regarde un petit peu avec du recul ce qui s'est passé entre 2017 et 2019 au sein de l'Assemblée sur ce sujet, on peut vraiment dire qu'on a été au rendez-vous dès l'attente des Français pour un meilleur contrôle. Je le disais peut-être à certains d'entre vous, quand Pascal Lamy a fait son audition en 2014 à la Commission des Affaires étrangères, il en a rendu compte dans le premier chapitre de son livre qui s'appelait « Quand la France s'éveillera ». Il a dit « Je n'ai vu absolument aucune compréhension, aucun intérêt, aucun engagement de la part des parlementaires. » Il a fait cette même audition avec vous il y a quelques semaines. Il a dit « C'est le jour et la nuit ». Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. On n'a pas à être d'accord sur tout. On n'a pas forcément à converger sur tous les sujets. Mais le fait que ce débat existe en plénière ici, et y compris mercredi prochain pour la ratification, c'est quelque chose que nous devons aux Français. Et de ce point de vue, je voudrais aussi signaler le fait qu'il ne s'agit pas simplement de débattre. Il faut aussi avoir un partenaire qui accepte la pression et qui en tire les conséquences. Et le fait d'avoir eu aussi sur ce sujet-là une redevabilité très forte de la part du ministre du Commerce, qui nous a auditionné, enfin que nous avons auditionné avant chaque conseil, qui nous a rendu compte par écrit après chaque conseil, et qui a globalement voulu effectivement accompagner nos demandes qui ont été faites directement au niveau du cabinet du Premier ministre pour avoir ces études d'impact, pour avoir ce suivi, ce tableau trimestriel, pour avoir cette transparence, c'est quelque chose qui, je crois, est un acquis. Alors c'est un acquis fragile, parce que vous savez que le contrôle s'use quand on ne s'en sert pas. Vous savez que nos pouvoirs sont quand même assez limités au plan formel. Donc si nous créons cette culture de redevabilité sur le champ commercial, nous rendrons un grand service aux citoyens, à la démocratie et aussi à un commerce plus durable. Je voudrais simplement dire en introduction également que du point de vue du calendrier, certains disent c'est rapide, c'est en plein été, c'est un débat confisqué. Eh bien non, ce n'est pas un débat confisqué. Vous l'avez porté, chers collègues, certains d'entre vous, en hémicycle dès janvier 2018. On l'a porté en hémicycle en février 2019. On le porte régulièrement. Et c'est un débat qui est au contraire éclairé par 2 ans de travail ensemble et de vie de ce CETA. 2 ans de vie de ce CETA qui nous permettent effectivement aujourd'hui d'avoir un niveau de compréhension, d'information et de garantie juridique qui n'existait absolument pas il y a 2 ans. Alors, je veux simplement dire quelques petits mots sur la notion enfin plutôt la qualification des échanges. Il y aura des questions après, mais pour dire que le premier acquis qu'on a, c'est est-ce que oui ou non, le risque d'être envahi dans un marché de 500 millions de consommateurs par les producteurs d'un marché de 30 millions de personnes sur les filières sensibles en France, est-ce qu'il s'est réalisé? La réponse est non. Nous n'avons pas été envahis. Les exportations européennes vers le Canada ont augmenté en 2018 de 9,7% par rapport à 2017. Les exportations françaises de 6,6%. Au total, nous avons une situation qui permet de voir un effet positif pour la plupart de nos filières agricoles. Par exemple, nos exportations de fromage se sont accrues de 25% en 2018. Donc, si on voit cette augmentation des exportations européennes vers le Canada, exportations françaises, on voit en même temps une diminution des importations françaises depuis le Canada. On pourrait parler, on va peut-être revenir dessus pour la raison de ces diminutions, mais une des
une des raisons de ces diminutions, c'est effectivement que le commerce canadien est un commerce plutôt de commodities, comme on dit en bon français, c'est-à-dire de biens intermédiaires, avec des cours mondiaux qui sont des biens relativement banalisés. C'est les minerais, c'est le soja, certains produits agricoles. Et ces produits, finalement, vont et viennent en fonction des cours des marchés locaux. Et donc, il y a effectivement une baisse des importations canadiennes qui n'est pas une baisse de compétitivité canadienne, mais qui est liée au fait, par exemple, que le minerai de fer était plus demandé en Chine qu'en Europe cette année-là, et que, par exemple, le soja a fait l'objet d'une bonne production en France, et que l'exportation de soja canadien en France n'a pas eu lieu. Sur les produits agricoles sensibles, je pense qu'il y a quelques éléments qui peuvent être rappelés. La consommation européenne de viande bovine, c'est 7 millions de tonnes par an. La consommation française de viande bovine, c'est 1,5 million de tonnes. Le quota de droits de douane qui pouvait être ouvert pour l'Union européenne, c'était 19 000 tonnes. La réalité des exportations, ça a été 1350 tonnes dans l'Union européenne, dont 119 tonnes en France. Bref, le Canada n'a fourni que 0,02% de la consommation européenne de viande bovine, et c'est en majorité du bison. La situation n'est pas très différente sur les autres produits agricoles sensibles. S'agissant du porc, 400 tonnes importées du Canada vers l'Europe, 34 000 tonnes exportées de l'Europe vers le Canada. L'éthanol, échange quasi nul, 2 tonnes pour la France. Le sucre, augmentation des exportations françaises, doublement vers le Canada. Augmentation significative, mais pour des petits volumes, du sirop d'érable canadien. Donc au total, à grande maille, l'exportation française vis-à-vis du Canada, le solde net, est passé de 400 millions d'euros à 450 millions d'euros. Ça, c'est un élément, je dirais, de nature factuelle qui montre que dans la dynamique de début de l'accord, on n'a pas de mouvement qui soit défavorable à l'économie française. Deuxième élément de ce contexte, c'est effectivement le partenariat franco-canadien sur l'environnement et le climat. Ce partenariat, je ne vais pas en parler de façon très détaillée, juste pour dire qu'il a été signé en avril 2018 par les deux ministres compétents. Catherine McKenna et Nicolas Hulot ont validé le plan d'action bilatéral du CETA. L'effet utile principal est un effet qui est plus politique que matériel. C'est le fait, en réalité, d'avoir aligné le Canada sur les positions françaises qui sont, vous le savez probablement, mais à la pointe de l'engagement climatique, sur deux secteurs qui sont extrêmement difficiles à convaincre du fait qu'ils ne sont pas régulés par les accords de Paris, qui sont l'aviation civile internationale et l'organisation maritime internationale. Donc à l'OACI et à l'OMI, depuis maintenant 1 an et demi, la bataille pour les faire rentrer dans la régulation climatique est une bataille qui est maintenant complètement assumée par les Canadiens. Ce n'était pas le cas auparavant. Les garanties juridiques. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais un nombre important de contestations était lié au fait que le CETA était contraire à notre droit constitutionnel, à notre capacité à réguler, au principe de précaution et à l'autonomie des juridictions européennes et françaises. Les députés, notamment socialistes et de gauche, ont saisi le Conseil constitutionnel en janvier 2017 et les autorités belges, pour la même raison, ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne 1 an auparavant. Nous avons les deux réponses. Elles sont claires, elles ont été rendues publiques, elles tiennent en peu de mots. Le traité n'enlève aucun droit à réglementer sur quoi que ce soit aux parties contractantes, la française comme l'européenne. Et deuxièmement, le traité ne remet absolument pas en cause le principe de précaution. C'est écrit noir sur blanc dans l'avis dans la consultation du Conseil constitutionnel. Donc, ensuite, on peut dire ce qu'on veut, on peut être déçu ou ravi de ces résultats. Sur un plan purement juridique et factuel, les deux cours suprêmes qui auront à juger effectivement de la capacité à légiférer de nos États ont donné leur avis. Sur la mixité de l'accord. Sur la mixité de l'accord, il y avait effectivement un point pour savoir quel était le débat autour de son entrée en œuvre provisoire ou son entrée en vigueur définitive. Donc là, je le redis, nous sommes dans une situation qui est, de notre point de vue, assez clarifiée. Ces accords sont mixtes.
C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rentrer en vigueur définitivement s'il n'y a pas de ratification de la part de tous les États membres. Ils peuvent rentrer en vigueur de façon provisoire. Que se passe-t-il s'il n'y a pas d'entrée en vigueur définitive? Deux hypothèses, le sujet est pendant, parce que l'État n'explicite pas sa position, soit parce qu'effectivement, le sujet pourra rebondir à un autre moment, ce n'est pas la bonne majorité, ce n'est pas le bon moment, soit le sujet n'est pas pendant parce que l'État notifie à l'Union européenne, à la Commission, la non-ratification définitive. Ça peut être lié, par exemple, à une décision du Conseil constitutionnel, ça peut être lié à un vote négatif sur une ratification, mais à partir du moment où un État notifie la non-ratification définitive à une autorité communautaire comme le Conseil ou la Commission, dans ces cas-là, l'accord tombe. S'il tombe, c'est-à-dire qu'il n'est plus en activité. J'en viens maintenant au dispositif de l'accord que nous examinons. Alors c'est un texte qui est touffu, complété de multiples annexes et déclarations, 2000 pages. On ne peut évidemment pas faire un tour d'horizon, ni même exhaustif, ni partiel de ce texte en l'espace d'une demi-heure. Je vais m'attacher simplement au dispositif essentiel. Premier élément, les tarifs douaniers. C'est un accord classique du point de vue des tarifs douaniers. Il supprime 99% des droits de douane. Ça représente un enjeu important, car les droits pouvaient être relativement encore substantiels sur certains produits industriels, textiles et vêtements, 6% produits chimiques, cosmétiques, 6% véhicules automobiles. Deuxième élément, les contingents agricoles. Traditionnellement, quand on est dans des secteurs ou des filières sensibles, on supprime les droits de douane partiellement, mais dans le cadre de limitation de contingentés. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement un certain nombre de quotas d'exportation à droit nul et à droit limité. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais pour aller vite, nous avons négocié en offensif des contingents supplémentaires pour les fromages et les produits laitiers. Et nous avons en offensif aussi consolidé 42 indications géographiques françaises, dont les 2/3 sont des appellations de nature fromagère. Et nous avons échangé en échange, en défensif, effectivement, des contingents dans le domaine de la viande bovine, dans le domaine du beurre et du porc. Dans volaille, rien de nouveau dans le traité. Hydrocarbures, rien de nouveau dans le traité. Aucun avantage particulier. Sur la filière bovine, nous n'avons effectivement pas constaté de frémissement dans les exportations canadiennes de la filière bovine. Et nous savons que c'est un sujet fragile d'aménagement du territoire, un problème aussi pour les revenus. C'est une activité qui joue un rôle déterminant dans le maintien de l'activité des territoires peu denses et dans la préservation des paysages. Et c'est un domaine dans lequel la fragilisation des exploitations est forte. C'est aussi un domaine dans lequel la filière elle-même est très peu volontariste à l'export. La filière voit les accords commerciaux comme plutôt des enjeux défensifs. Elle a du mal à se saisir de contingents offensifs, comme par exemple le Japon pour le bœuf. Nous sommes dans une filière qui, effectivement, aujourd'hui, considère qu'elle est menacée par cet accord. Notre étude et nos auditions, et je remercie ceux d'entre vous, puisque ces auditions étaient ouvertes, qui ont participé à ces auditions, ont montré qu'en réalité, le problème de la filière bovine n'était pas le CETA, parce qu'on parle effectivement de 19 000 tonnes, dont 10% sont à peine consommées. C'est l'accumulation à la fois des normes nationales, mais c'est aussi l'accumulation des risques, avec par exemple le potentiel Brexit dur, qui aura comme conséquence de fragiliser l'ensemble de l'environnement bovin et laitier européen. De ce point de vue, nous avons aussi regardé de façon très attentive si l'absence d'exportation de bovins sur le marché européen était contingent ou était prospectif. Y avait-il ou pas un risque à l'avenir? Nous avons acquis la conviction que le risque était limité. Il est limité pour deux raisons. La première raison, c'est que pour pouvoir exporter des bovins sur le marché européen, il faut répondre aux normes européennes du point de vue du produit de consommation. Donc c'est une filière sans hormones, labellisée, étiquetée, contrôlée, comme on dit, de la fourche à l'assiette.
il s'agit de 36 fermes. 36 fermes sont autorisées à produire pour le marché européen. Donc quand on parle de la complexité des programmes de contrôle européens au Canada, on parle de contrôler 36 fermes et 4 abattoirs. Ce sont les 36 et 4 seuls qui peuvent être en situation d'alimenter le marché. Quand on regarde les coûts de production, ce que dit l'étude économique, elle dit que si ces fermes ne sont que 36, c'est parce que le coût de production de sortie est extrêmement élevé et qu'avec les coûts de transport, on arrive pratiquement au niveau européen. Et que donc, finalement, le fait de se dire « je vais aller dans des filières qui sont moins compétitives, qui sont plus coûteuses », est-ce que le marché européen en vaut la peine? Là, c'est une vraie question. Donc, on a regardé la question des marchés tiers. Savez-vous quel est le rang de l'Europe dans les marchés d'exportation du Canada, sur le plan des bovins? En dessous de la Côte d'Ivoire. C'est tout dit. L'Europe n'apparaît pas dans les 10 premiers marchés. Et aujourd'hui, par exemple, en 2018 par rapport à 2017, le marché chinois accueille 3 fois plus de bovins canadiens que les années précédentes. Donc on voit absolument que la dynamique canadienne, elle est claire. Ils consomment du bœuf aux hormones, ils en sont heureux. Ils l'exportent dans 3/4 du monde, ils en sont heureux. Ils ont 36 fermes qui disent, pour des raisons à la fois éthiques et de positionnement, je veux faire autre chose. Et on ne voit aucune dynamique économique qui permet de renforcer ce mouvement à l'avenir. Mais ceci dit, l'avenir n'est pas écrit. Il y aura peut-être des évolutions, donc on reste attentif. Mais dans la moyenne période qui s'étend devant nous, on n'y croit pas. Sur le plan du contrôle, dire quelques mots un petit peu sur le fait de bien indiquer que le contrôle, il se passe à 2 niveaux. Il passe au niveau de l'importation sur le marché, effectivement, à la frontière, et il se passe sur place. Et ce n'est pas tout à fait le même contrôle. Le contrôle qui se passe à l'importation est un contrôle qui a pour objet de vérifier que le produit qui arrive sur le marché européen est conforme au droit communautaire du point de vue des produits. Et là, ce qu'il faut bien dire, c'est que toutes les normes liées à la santé, et je reviendrai là-dessus s'il y a des questions, liées à la santé humaine du consommateur, qui sont applicables dans le droit communautaire interne, sont applicables aux produits d'importation. Par exemple, les résidus, etc. Comment on le fait? 52 prélèvements ont été faits sur des exportations canadiennes depuis l'entrée en vigueur du CETA, sur le secteur viande bovine par exemple. Ces 52 contrôles qui viennent de ces 36 fermes, ces 4 abattoirs, ont donné lieu à 0 redressement, renvoi ou destruction. Deuxième type de contrôle, les contrôles qui ont lieu sur place. Ils peuvent avoir lieu en France, à n'importe quel point d'entrée communautaire. Deuxième type de contrôle, le contrôle qui a lieu dans les fermes canadiennes. Donc là, on est à un contrôle de 2e niveau, c'est-à-dire que l'autorité, la DGAL, l'équivalent de la DGAL française au niveau communautaire, la DG Santé, va au Canada certifier les contrôleurs. Et ces contrôleurs, qu'est-ce qu'ils contrôlent? Ils contrôlent le process de production canadien. Et donc, ils vont contrôler la qualité d'habilitation et de certification annuelle des fermes concernées. Sur quoi porte ce contrôle? Sur, évidemment, les produits, notamment, ou les process de production, qui ne sont pas forcément repérables à l'entrée sur le marché communautaire. Alors, 2 exemples. En matière de bien-être animal, ils contrôlent effectivement les conditions d'abattage. En matière de processus de production, ils contrôlent l'absence d'alimentation en farines animales des ruminants. Ils contrôlent aussi l'absence d'utilisation, par exemple, d'hormones dans cette filière. Donc, ce 2e type de contrôle, il y en a pratiquement eu un par an depuis 2001. Le dernier est en 2016. Il était globalement positif, sauf 2 remarques que je pourrais vous commenter si vous le souhaitez. Et il y a un dernier contrôle, un nouveau contrôle qui aura lieu en 2019, d'ici la fin de l'année, par les autorités communautaires. Là, je ne parle pas de contrôle aux frontières, je parle du contrôle du contrôleur et du contrôle de 2e niveau. Je reviens 2 mots sur la question bovine. 2 choses que je n'ai pas dites. La première, c'est que du point de vue de la crise bovine, on est complètement conscient du fait que les revenus sont fragiles. Mais il faut savoir qu'en matière bovine, les 3/4 du revenu est lié à des primes PAC qui sont décorrélées du niveau de production. Et que donc, la question de l'impact
d'un quota, si on cumule potentiellement tous les quotas d'ouverture de l'ensemble des marchés, la France et l'Union européenne sont sur une hypothèse de réflexion à 4%. 4% des volumes du marché européen pourraient être consacrés à des importations de pays tiers. Je parle pour le bovin. Ces 4% qui éventuellement pourraient entraîner une baisse de revenus peuvent contribuer, selon l'étude économique faite par les inspections et le CEPI, à une baisse de revenus de l'ordre de 3 à 4% de la partie du revenu qui est liée à la production. Donc on dit que le risque aujourd'hui, le risque de ces accords pays tiers tout cumulé n'est pas négligeable, mais il représente 4% de 27% du revenu total, puisque les 73%, c'est des primes décorrélées du revenu. Donc ça, c'est assez important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sensible, parce que ce sont des revenus qui sont fragiles, mais ça veut dire quand même que les mécanismes d'accompagnement de la filière et d'atténuation des impacts des ouvertures des marchés sont déjà très, très présents. Dernier point, j'ai parlé de ces 4% d'ouverture des marchés, c'est un chiffre un peu national. Le but du gouvernement, mais il est trop tôt pour en parler puisqu'on le verra au fur et à mesure des accords, c'est de faire en sorte que l'ensemble des contingents d'ouverture d'exportation dans les filières sensibles soit dans le cadre d'une enveloppe globale, ce qu'ils ont appelé la single pocket. Cet ensemble-là, il cumulera à la fois les contingents PAC, les contingents bilatéraux, enfin OMC, pardon, les contingents bilatéraux, les contingents à négocier. Et il y a un accord de la Commission à discuter ce concept dans le cadre du Mercosur. Et il y a évidemment l'ensemble des pays qui sont très attachés à leur élevage, qui au sein de l'Union européenne sont très attachés à cette enveloppe globale. Autre garantie, l'ouverture des marchés publics. C'était un élément très important, c'était une demande offensive de la part des Européens. Vous le saviez peut-être, nos marchés publics sont extrêmement ouverts. Les marchés publics canadiens le sont très peu, y compris les marchés des provinces. Avec la négociation, nous avons calculé, estimé que l'ouverture des marchés passerait en gros de 5 à 35% des marchés publics de l'État et des provinces. On ouvre des marchés publics de l'ordre de 10 milliards d'euros en volume annuel. Et donc, on a une progression à travers la ECG d'arriver à 70 milliards d'euros d'ouverture de nos marchés publics locaux. On en voit déjà les conséquences. Et je vois effectivement une remarque pointée, mais est-ce que c'est une bonne chose ou pas, l'ouverture de ces marchés publics? Eh bien, la réponse, c'est que ça ne nous empêche absolument pas de garder notre pleine souveraineté sur l'organisation de nos services publics, car l'instrument interprétatif commun, qui est, comme on l'a dit, l'instrument négocié après le vote sous l'initiative de M. Magnette en 2016, garantit explicitement le droit des États à agir pour réguler les services publics, y compris le droit à renationaliser les services qui ont été confiés au privé. Ce sujet a été rajouté ensuite à demande des Belges et consolidé dans un document contraignant. J'en viens aux dispositions concernant 2000 pages, c'est vrai que c'est compliqué. Il existe, il est tout à fait disponible. On transmettra tout ce que vous souhaitez, hein, Monsieur Lecoq. J'en viens aux dispositions concernant l'environnement et le développement durable. Évidemment, elles ont le mérite d'exister dans le traité. On aurait aimé qu'elles soient plus contraignantes. Vous savez d'abord que le point important, c'est que nous avons parfois un décalage au démarrage entre, par exemple, l'accord de Paris et la signature des accords commerciaux. Le CETA a été signé après la signature de l'accord de Paris. Pardon, les accords de Paris ont été signés après le CETA. Voilà. Donc, on a effectivement, dans ces déclarations interprétatives contraignantes, eu la possibilité de remettre à l'ordre du jour de façon explicite l'accord de Paris. On a même voté, dans le cadre des règlements d'application du CETA, entre la partie européenne et la partie canadienne, des éléments de renforcement du caractère, je dirais, engageant de l'accord de Paris pour leurs propres politiques respectives. Mais c'est vrai qu'on aurait pu aller au-delà si jamais on avait eu le temps. Là, ce n'était pas possible. Je reprends la question de la clause essentielle. La question peut se poser de savoir si oui ou non, si un État
partenaire ne respecte pas l'accord de Paris, est-ce qu'on peut dénoncer l'accord? Je réponds à cette question. Il n'y a pas de dénonciation automatique, il y a une escalade des mesures qu'on puisse prendre, qui passe d'abord effectivement par une commission spéciale, qui passe par une escalade au niveau du comité des ministres, qui passe ensuite par un groupe d'experts, qui passe par des recommandations indépendantes, et à la fin, si effectivement l'Union européenne estime que les conditions qui ont prévalu à la signature n'ont pas prévalu pour des sujets qui sont aussi en évolution que le CETA, que le climat, la Commission européenne pourra prendre d'autres décisions, mais il n'y a rien d'automatique. Voilà. En revanche, il commence à y avoir, dans les négociations avec les pays tiers, des avancées sur ce point. Je citerai la Nouvelle-Zélande, avec qui on est en négociation, et Olga Givernet a pu nous confirmer que dans le cas de la Nouvelle-Zélande, elle serait prête pour la première fois, et ça nous créerait un précédent important, à faire en sorte que la conformité à l'accord de Paris serait une clause essentielle, dont le non-respect justifierait une suspension des avantages commerciaux. Donc on voit bien là, effectivement, la dynamique, elle est difficile à faire, à avoir. Pourquoi elle est difficile? Parce que la France est très demandeuse, elle est très en pointe, que nous ne sommes peu suivis. Nous ne sommes pas suivis par les socialistes espagnols et portugais. Nous ne sommes pas suivis par les libéraux néerlandais. Nous ne sommes pas suivis aujourd'hui par de nombreux pays, et qu'il y a un vrai travail de conviction, il y a un vrai travail de pression à faire pour pouvoir être suivi. Mais malgré tout, en jouant à la fois le partenaire et la France, on a des éléments qui concrétisent le fait que depuis 2 ans, on va dans le bon sens. Le pétrole. Exportation de pétrole canadien. Il y a eu des commentaires selon lesquels il y aurait eu une augmentation des exportations pétrolières canadiennes en Europe et que c'était un signal précurseur d'une envolée des exportations d'huile de schiste. Alors, c'est vrai que ces exportations d'hydrocarbures ont augmenté. 2, elles viennent de la côte ouest, elles viennent de Terre-Neuve. On nous garantit que ce sont des hydrocarbures totalement conventionnels. On a aussi le fait que les trois oléoducs qui ont été décidés il y a plusieurs années par le Canada, un vers les États-Unis, un vers le Pacifique, un vers l'Atlantique. L'oléoduc vers l'Atlantique a été abandonné. Les 2 oléoducs ont été confirmés. Et qu'aujourd'hui, moins de 1% des exportations d'hydrocarbures canadiens vont vers l'Europe. Et ça concerne 0+ % des approvisionnements français. Ce que nous pensons là-dessus, c'est que le peu de pétrole canadien, donc à la fois en volume et en qualité, aujourd'hui n'est pas un problème. Que deuxièmement, il n'est pas lié au CETA, puisqu'effectivement le CETA n'apporte aucune espèce d'avantage comparatif en termes tarifaires vis-à-vis de ce secteur, mais qu'il faut être extrêmement important. Donc, dans le plan d'action, extrêmement vigilant, pardon. Dans le plan d'action, il y a un dispositif qui a été prévu, qui disait que la France souhaitait mettre en œuvre un travail d'identification et de traçabilité de l'origine des hydrocarbures. C'est dans le plan du CETA. Il y a une étude des inspections générales des mines et du CGDD sur ce sujet qui a été commanditée par le ministère des Transports, le MTES. Nous aurons les résultats de cette étude dans le courant de l'année. Et le but est d'arriver à pouvoir proposer à la Commission et à l'Union européenne de mettre en place un dispositif de traçabilité, ce qui est compliqué parce que les flux sont mélangés dans les zones de logistique, et ensuite de traçabilité, et ensuite, le cas échéant, de différenciation à travers la fiscalité carbone. Voilà pour le pétrole. Je passe aux comités. Les comités, il y a un ensemble de dispositions de la SCG qui font croire à certains que nous allons nous déposséder de notre capacité réglementaire, puisque les comités de réglementaires, en gros du CETA, qui associe la Commission et le Canada, pourraient adopter des normes juridiques contraignantes. Alors, c'est vrai qu'ils peuvent adopter des normes juridiques contraignantes. C'est vrai, ces comités. Pas les petits, mais au niveau ministériel. Deuxièmement, aucune mesure juridique contraignante ne peut être négociée sans un mandat du Conseil. Donc nous. Troisièmement, s'il y a un accord au niveau d'un comité, cet accord peut devenir juridiquement contraignant que s'il y a un accord du Conseil.
Donc aujourd'hui, la comitologie ne dépossède absolument pas les États membres de leur capacité à contrôler le travail de comité. Dernier élément, dans les déclarations interprétatives contraignantes et dans le travail de mise en œuvre de ces comités, il est clairement indiqué que la convergence, elle se fait vers le haut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de retour en arrière, c'est écrit noir sur blanc, du point de vue du niveau de protection. Et de ce point de vue, je ferai référence à une autre polémique, puisqu'on a eu beaucoup sur ce sujet qui a eu lieu il y a plusieurs mois, qui a dit, mais les Canadiens n'ont pas été très gentils, ils ont mis à l'ordre du jour du comité le glyphosate et les antibiotiques. N'est-ce pas un peu provoquant au moment où on discute effectivement de la mise en place des comités? Réponse 1, c'est public, on le voit. 2, il n'y a pas de compte-rendu. Il y a un compte-rendu qui ne dit rien parce que le sujet a été considéré comme étant un sujet d'explication de la position française et européenne et absolument pas un sujet de justification. Et 3, la conséquence, c'est que au-delà du travail d'explicitation de ce que sont ces déréglementations, le comité n'est pas saisi d'un quelconque travail de convergence qui viserait à remettre en cause les projets de législation communautaire. J'en viens maintenant aux tribunaux d'investissement. C'est quelque chose qui est, de notre point de vue, très sensible. Nous avons effectivement une sensibilité très forte de la part des opinions sur le fait que les entreprises pourraient contraindre les États à remettre en cause leur législation quand elle contreviendrait aux intérêts des dites entreprises. Bon, petite question, chers collègues, à votre avis, combien il y a eu de recours contre l'État français à cause de systèmes d'arbitrage depuis l'après-guerre? 1. Il vient du Kazakhstan. Combien il y a eu de recours des États-Unis contre la France depuis l'après-guerre? 0. Combien il y a eu de recours des États-Unis via des accords pays tiers de type CETA ou Mexique contre les États de l'Union européenne? 0. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, dans des États, et je parle de la France, je ne parle pas forcément d'autres États membres de l'Union européenne, dont on sait que la législation a un enjeu d'intérêt public, ce n'est pas de l'expropriation, ce n'est pas de la nationalisation forcée. Je le sais, j'ai vécu en Hongrie, je peux vous en parler. Il y a des législations qui ne sont absolument pas conformes à ce qu'on se dit. Dans ces cas-là, effectivement, le risque pour les États, il est nul. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il y a des garanties qui ont été prises et je vais les expliciter. Première garantie, on a mis fin à l'arbitrage privé. Il n'y a plus d'arbitrage privé à travers le CETA, comme il pouvait y en avoir auparavant. Il y a à la place une juridiction de droit public, une juridiction avec des juges qui sont appointés comme juges professionnels. Il y a un appel avec les mêmes conditions, il y a une recevabilité. Et donc il y a une capacité aujourd'hui à avoir un système juridictionnel qui n'est pas le fait d'individus choisis par des parties d'un commun accord. Troisième élément, et c'est quand même important, il y a une transparence du dispositif et il y a aussi, et c'est le point le plus important, il y a une protection sur le droit à légiférer des États. Elle est indiquée explicitement dans le texte, mais il y a aussi quelque chose de nouveau qui vient d'être, je dirais, rendu public il y a quelques minutes en commission des affaires économiques et maintenant en commission des affaires étrangères. Vous avez à disposition toute la compréhension de ce que sera le veto climatique qui sera appliqué à ce dispositif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les deux États, enfin les deux parties, État et Canada, Canada et États européens, ont la possibilité d'intervenir dès le début d'un recours d'une entreprise. Si une entreprise considère, par exemple, que le paquet neutre est défavorable à une entreprise de tabac européenne. Les deux États saisissent un comité particulier qui a été institué. Ce comité délibère et ce comité a à décider si oui ou non la législation avait un but d'intérêt général ou c'était une législation qui n'avait pas un but d'intérêt général. C'est une demande française. Je vous rappelle pour mémoire que Nicolas Hulot avait dit qu'il subordonnerait son accord à la ratification à l'obtention de ce veto climatique. Et bien justement, c'est intéressant parce qu'on va beaucoup plus loin que le veto climatique. C'est un veto qui peut intéresser l'ensemble des intérêts publics pour lesquels un État peut légiférer. Donc santé, mais
normes sociales aussi. Ça peut être effectivement tout ce qui est lié à l'intérêt de l'État à légiférer. Et c'est écrit comme tel dans le dispositif. Alors évidemment, du point de vue du droit, ça c'est une innovation considérable. Elle nécessite l'accord des parties, mais pour nous, elle protège les parties. Elle protège les parties parce que, évidemment, si vous savez que ce veto existe et que vous êtes entreprise, le niveau de dissuasion qui pèsera sur le plaignant sera considérable. Parce qu'effectivement, ce plaignant, s'il y va, effectivement, il pourra dans ces cas-là s'attendre, si jamais son cas est limite, à être débouté tout de suite, et c'est des contentieux. On peut utiliser aussi ce veto de façon a priori, c'est-à-dire que si je suis par exemple sur un dispositif dans lequel je fais une législation de différenciation de la fiscalité sur les carburants, qui est une nouveauté et qui peut être relativement, je dirais, choquante pour les flux existants, dans ce cas-là, je peux faire valider cette nouvelle réglementation directement par le mécanisme d'interprétation conjoint du veto climatique. Et il sera opposable au tiers après validité. Le Canada est autant demandeur que nous sur ce sujet. Le ministre Kerr a rendu hier public son accord politique à ce dispositif. Voilà pour le tribunal d'investissement et le veto climatique. Et je voudrais conclure avec 2 ou 3 éléments plus contextuels qui sont ceux, à mon avis, qui justifient principalement que nous devions ratifier la ECG. Vous savez que la clim, c'est très très mauvais pour le climat. Donc nous avons décidé de nous appliquer à nous-mêmes le veto climatique aujourd'hui. Non, plus sérieusement, il y a une panne. Voilà, c'est ça. Mais ils sont en train de réparer. Ne perdez pas espoir. Je vais poursuivre et conclure, si vous m'autorisez, chers collègues. Vous avez bien compris, on a 400 millions d'euros d'excédents, mais l'écart entre la nature du débat public et l'enjeu commercial est quand même important. Donc l'enjeu principal du CETA, c'est un enjeu de politique publique, de biens publics, de biens communs internationaux. L'enjeu, c'est de savoir si oui ou non, finalement, l'Europe est à même de pouvoir répondre, alors même que la régulation du commerce international s'effondre en ce moment, alors même que l'organe de règlement des différends est bloqué, alors même que certaines conventions sont dénoncées. Est-ce que oui ou non, on peut laisser sans réponse la montée de ces tensions internationales, la montée de ces guerres commerciales, avec les sanctions que vous pouvez constater ici ou là? La réponse qu'a choisie l'Europe, c'est de dire nous devons créer un espace dans lequel les marchés ne sont pas soumis à la guerre commerciale, sont régulés. Et comme le marché européen est le plus attractif au monde du point de vue de sa capacité d'absorption, l'Europe souhaite vendre le plus cher possible en termes de normes sociales et environnementales l'accès à son marché. Et là, vous avez quelque chose qui est une espèce de conjonction, un alignement des astres qui nous bénéficie, c'est-à-dire au moment où l'ensemble des partenaires, hors États-Unis, hors Chine, souhaitent totalement diversifier et sécuriser leurs débouchés, l'Europe est disponible pour dire oui en mettant des conditions sociales, environnementales et climatiques qui n'existaient pas il y a quelques années. De ce point de vue, le sujet est de même nature au Canada. Comme vous le savez, 80% des exportations au Canada vont vers les États-Unis. Et le ministère canadien du Commerce s'appelle le ministère de la diversification commerciale. Il a changé de nom. Et donc, ce qui était pour le Canada un plus quand il a été lancé par Nicolas Sarkozy et Jean Chrétien est devenu un must, une obligation, quand on voit la menace que fait peser l'unilatéralisme canadien américain vis-à-vis du Canada. Notre préférence, bien sûr, va pour des solutions coopératives, des solutions négociées. C'est une négociation qui a pris du temps dans sa formalisation juridique. C'est une négociation dont la mise en œuvre a pris du temps dans sa formalisation et dans ses instruments d'accompagnement. C'est une régulation conforme à nos valeurs européennes. C'est aussi un moyen très efficace, parce que c'est une compétence fédérale, d'obtenir de nos partenaires des engagements contraignants. Est-ce que vous pensez vraiment que le Canada se serait aligné sur l'Europe, à l'OACI, à l'OMI, sur le veto climatique, sur le tribunal des différends, s'il n'y avait pas cet intérêt, cette attractivité du marché européen? Dernier point, je voudrais le citer, ça a été évoqué rapidement par Madame la Présidente. Il y a effectivement pour nous une raison particulière
de ratifier cet accord. Cette raison, c'est le Canada. 13 États membres l'ont fait. La nouvelle vague de ratification après la décision de la Cour de justice de l'Union européenne est en train de s'accélérer. Nous avons une relation politique extrêmement forte et affective avec le Canada. Le Canada, ce sont 4 siècles d'histoire partagée. Ce sont 120 000 jeunes Canadiens donnés leur vie et enterrés à nos côtés dans les territoires européens. C'est une population qui est à 30% francophone. C'est un membre fondateur de l'Organisation de la francophonie. Ce sont 150 000 Français sur place. Ce sont 20 000 salariés en France, salariés d'entreprises canadiennes. Ce sont 100 000 salariés canadiens, salariés canadiens dans d'entreprises françaises. C'est ensuite, on l'oublie parfois, un pays qui est limitrophe, qui est frontalier de la France, grâce à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je vous invite donc à adopter le projet de loi qui permettra à la France de ratifier 2 accords extrêmement importants entre l'Union européenne et le Canada. Merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Nous allons ouvrir le débat.